Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, le président de la République a inauguré ce mardi le nouveau bâtiment de l'IGF, l'inspection générale des finances, construite sur fonds propres grâce au leadership et au management de Jules Alinguete. Et dans le Nord Kivu, le gouvernement assiste déjà les familles des victimes du naufrage de jeudi dernier survenu sur le lac Kivu. Une délégation gouvernementale y séjourne avec à la manœuvre notamment la ministre des Affaires sociales Nathalie Azizamunana. Elle était portée disparue depuis le 2 octobre, le corps sans vie de l'étudiante Alexandra Martine, 21 ans, étudiante congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a été retrouvée ce mardi dans une rivière au Canada. Sa disparition avait suscité beaucoup d'émotions, tant au sein de la communauté africaine au Canada qu'ici au pays en RDC. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une d'abord, situation dans l'est de la RDC. Le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, a alerté le monde sur la dégradation de la vie en RDC en s'inquiétant notamment du déplacement en grand nombre des populations. Le haut-commissaire et le haut-fonctionnaire s'étaient exprimés ce mardi au cours du dialogue interactif renforcé sur la situation des droits humains en RDC tenu à Genève en Suisse. Excellences, la situation des droits humains en République démocratique du Congo continue de s'aggraver sous nos yeux. Un mélange explosif d'escalade de la violence, d'intérêts régionaux et internationaux, d'entreprises exploitantes et d'une faiblesse de l'état de droit. Au détriment d'un peuple déjà dévasté par des décennies de conflits, cette situation mérite l'attention immédiate de la communauté internationale afin que les armes se taisent et qu'un espace pour la paix puisse être créé. Et toujours en diplomatie, le représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Johan Borstam, a entamé ce mardi sa première visite en RDC. Il s'agit d'une visite de 3 jours. Ce dernier prévoit de rencontrer à Kinshasa les responsables des Nations Unies ainsi que le haut représentant du président pour le processus de Luanda et des organisations régionales. Des échanges sont également prévus avec le chef de l'État, Félix Tshisekedi. Et justement, Félix Tshisekedi était à l'IGF. Il a inauguré ce mardi l'immeuble de l'inspection générale des finances. Il s'agit d'un ouvrage construit grâce aux frais de fonctionnement de l'IGF et sur recommandation de lui-même, Félix Tshisekedi. Ce bâtiment imposant sorti de terre est bâti au coût de 8 400 000 $, soit un coût moyen de 1 800 $ par mètre carré. Il vient ainsi répondre au souhait du chef de l'État, celui d'améliorer le cadre de travail des inspecteurs des finances. Cette cérémonie est à la fois significative, mais aussi symbolique, puisqu'elle revêt un caractère historique. La construction de ce bijou a été grâce à la volonté politique du chef de l'État, qui fait de la lutte contre la corruption l'une de ses priorités, a reconnu l'inspecteur général chef de service de l'inspection générale des finances, Jules Alinguete. Construit sur fonds propres de l'inspection générale des finances, à hauteur de 8 400 000 $ américains, ce bâtiment ultra-moderne de 8 niveaux offre un cadre de travail qui respecte les standards internationaux. Ces bâtiments administratifs, dont la description technique sera présentée au cours de cette cérémonie à travers une projection vidéo, a été érigé sur fonds propres de l'inspection générale des finances. Et cela dans le respect strict de la réglementation en matière urbanistique ainsi qu'en matière de passation des marchés de travaux publics. À l'unanimité, la direction de l'inspection générale des finances a décidé de baptiser ce bâtiment immeuble Étienne Tshisekedi Wamuluma.
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, que l'honneur revienne à votre autorité et à votre autorité seule. Parce que tout ce qui s'est passé à l'Inspection générale des finances est la manifestation de votre volonté politique. Tout ce que l'Inspection générale des finances a eu à faire, il s'agit de vos recommandations, de vos directives et parfois de vos recadrages. Après avoir coupé le ruban symbolique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a personnellement visité les différents locaux. Question de se rendre compte de la qualité du travail accompli. Ce bâtiment comprend 186 bureaux en moyenne de dimension 25 mètres carrés pour 225 inspecteurs, 4 salles de réunion de 30 places chacune et une salle de réunion de 50 places, une grande salle de 275 places, 180 caméras cachées, 180 caméras de surveillance, 3 ascenseurs, 2 escaliers de secours et 52 installations sanitaires. Il faut aussi retenir que ce nouveau bâtiment de l'Inspection générale des finances comprend 200 mètres carrés par parking pour plusieurs véhicules. Baptisé Etienne Tshisekedi wa Mulumba, ce nouveau bâtiment inauguré ce jour vient ainsi permettre aux inspecteurs de travailler dans les meilleures conditions. Et après l'identification des corps, après le naufrage sur le lac Kivu, le gouvernement de la RDC a remis des cercueils aux familles des victimes pour organiser les deuils selon leurs coutumes, des médicaments pour la prise en charge des rescapés et des vivres et non-vivres pour les familles éplorées. Ces gestes ont été posés par Nathalie Azizamounana, ministre des Affaires sociales. Commentaire de Jean-David Kilolo. Les corps repêchés du lac Kivu après les naufrages du 3 octobre dernier seront enterrés en toute dignité. La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale s'active pour que chaque famille organise ses obsèques selon leurs us et coutumes en toute tranquillité. Azizamounana Nathalie a remis officiellement les cercueils dans 2 morgues de la ville de Goma. La morgue de l'hôpital provincial et la morgue de l'hôpital de Keshero. Les factures de soins de santé, des médicaments destinés aux rescapés, des vivres et non-vivres ont été assurées par la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale au nom du gouvernement de Judith Toulouka Souminois et sur instruction du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la grande satisfaction des médecins de ces hôpitaux. Le gouvernement a réagi au moment voulu et à temps voulu. Ces médicaments que nous venons de recevoir, cette nourriture que nous allons distribuer à tous les malades hospitalisés ici au niveau de l'hôpital provincial du Nord Kivu, les cercueils que nous venons de recevoir, nous disons merci au gouvernement national, représenté ici par le ministre chargé des Affaires sociales. Et aussi au nom de tous ces malades qui sont hospitalisés à l'hôpital de Keshero, au nom de tous ces rescapés, nous disons merci au président de la République qui a pu dépêcher rapidement le gouvernement à travers la ministre nationale des Affaires humanitaires et sociales pour venir assister cette population. Les bénéficiaires promettent d'en faire bon usage. Nous ne pouvons que réitérer nos remerciements par rapport à ces dons du gouvernement. D'abord au président de la République, car nous avons notre maman chargée des sociales dans notre République et qui est d'une manière permanente ici chez nous. À tout moment qu'il y a catastrophe, elle est vraiment rapide de venir en aide à la population et ça nous rassure beaucoup. Nous savons faire le suivi, nous pouvons dénoncer à tout moment parce que les docteurs, qu'ils sachent que ce n'est pas son dos et que ce n'est pas le dos du personnel et de l'hôpital. Donc on veut dire que c'est pour les victimes. D'autres cercueils, vivres non-vivres, les lots importants des médicaments vont être rapatriés à Minova pour organiser les deuils. Dans l'entretemps, les recherches des corps disparus sous les lacs Kivu se poursuivent. Et la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner l'élan de réformes entamées par le ministère de la fonction publique. Telle a été la déclaration du directeur des opérations de cette institution de Bretton Woods à l'issue de la réunion de travail avec le ministre de la fonction publique.
La Banque mondiale a présenté son satisfecit au gouvernement congolais par le truchement du ministère de la fonction publique pour le progrès significatif accompli dans le cadre des opérations d'identification biométrique des agents publics de l'État implémentées par le ministère de la fonction publique en vue de la maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Telles sont les déclarations du directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zefak, pour l'Angola, Burundi, RDC et Sao Tomé en marge de la réunion tenue avec le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou avec la délégation de la Banque mondiale le lundi 7 octobre 2024. Nous avons pu adresser nos félicitations à son Excellence Monsieur le ministre de la fonction publique pour cet élan de réforme qui clairement marque une trajectoire différente. Dans le passé, la Banque mondiale a soutenu des projets de réforme de la fonction publique qui n'ont pas marché. Nous sommes heureux de voir aujourd'hui qu'il y a des progrès significatifs et nous sommes heureux de continuer à supporter cela. Nous avons également discuté dans le même cadre de la nécessité d'une nouvelle politique salariale qui a été exigée par son Excellence Monsieur le Président de la République et nous avons exploré comment la Banque mondiale peut supporter ce travail. Louant les avancées réalisées au niveau de la fonction publique, dans le cadre de la réforme de l'administration publique, la Banque mondiale a réaffirmé son engagement à accompagner l'élan des réformes entamées qui marquent une trajectoire différente pour l'établissement d'une administration au rendez-vous du rendement. Les résultats que nous voyons nous encouragent à continuer à supporter les efforts de tout ce gouvernement et du ministère de la fonction publique pour avoir une administration saine, une administration efficace. Matérialisant la vision du chef de l'État, visant le redressement et la modernisation de l'administration publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou fait bouger les lignes avec l'opérationnalisation de l'identification biométrique en vue de la maîtrise des effectifs qui se trouvent au carrefour de toutes les actions réformatrices et transformatrices de l'administration publique. Et puis cette triste nouvelle, le corps sans vie d'Alexandra Lumbayi Diengo, étudiante congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a été retrouvé ce jour dans une rivière au Canada, portée disparue depuis le mercredi dernier. Sa mère avait lancé un appel sur les réseaux sociaux pour alerter sur sa disparition. Elle était âgée de 21 ans. Commentaire de Nathan Diamond. C'est une mauvaise nouvelle qui met ainsi fin à plusieurs jours d'inquiétude. D'après les responsables locaux, le corps de la jeune étudiante a été repêché dans l'eau après de recherches intensives faites par les services des secours ainsi que la communauté de l'Université du Québec à Trois-Rivières où Alexandra étudiait. Jusque-là, les circonstances de sa disparition demeurent encore floues, bien que des enquêtes soient déjà ouvertes pour déterminer réellement ce qui s'est passé. Attristés et sous le choc, les camarades d'Alexandra Lumbayi et les autorités de son université n'en reviennent toujours de l'événement. Sur place, des témoins rappellent qu'en attendant des amples précisions sur la découverte du corps, l'ambassadeur congolais au Canada est attendu sur les lieux. Gilbert Emongo milite par ailleurs pour que les autorités congolaises, notamment le président de la République, créent un poste d'ambassadeur de jeunes Congolais en Amérique du Nord qui aura pour mission de suivre de près le cas des étudiants notamment. Par rapport à la façon dont les choses s'organisent, genre ici à la communauté congolaise, nous sommes déjà à l'université là où Alexandra était en train d'étudier, ou est en train d'étudier. Il y a une forte mobilisation de la communauté africaine en général. Il y a plus de 1000 personnes sur les lieux. Nous sommes en train d'attendre l'arrivée de l'ambassadeur pour attendre son dernier mot, et c'est lui qui va donner les directives par rapport à l'organisation de ce qui se passe ici. En tout cas, courage à la famille et à toute la communauté. Nous restons branchés pour avoir les nouvelles du corps retrouvé. La disparition et la mort de la jeune Alexandra Lumbayi suscitent beaucoup de questions dans l'opinion sur la sécurité et les soutiens aux étudiants internationaux dans la région. Et la construction et la modernisation de la route Sakania accélèrent le développement des entités qu'elle longe. C'est le cas de Kisenda dans le secteur de Balamba. De passage dans ce coin du Haut-Katanga, Jean-Marie Kassomba a pu palper du doigt le développement enregistré. Reportage de Jean-Marc Koulou, Tidi Okita et Hassani Vinalo. Au cœur du Haut-Katanga, le secteur des Balamba connaît un renouveau sans précédent. Grâce à d'importants investissements dans les infrastructures, cette région, longtemps isolée, se tourne vers l'avenir. En voyant cette route, nous aussi nous sommes dit, on ne peut pas quand même laisser cette route comme ça. Et nous aussi nous sommes en train de moderniser un peu
les chefs-lieux du secteur. La réhabilitation de cette route est un véritable tournant pour le développement de cette région. Elle facilite les échanges, stimule les activités économiques et améliore le cadre de vie des populations. Notre ambition est de faire de Kinsenda une ville moderne et dynamique, explique Don Paulin Kambouanja à Jean-Marie Kassamba, de passage dans cette contrée. Il y a même des routes que nous sommes en train de construire. Il y a des routes en terre bâtie que nous sommes en train de construire. Nous voulons séparer l'ancien village de Tinsenda et les nouveaux villages de Tinsenda. Nous sommes dans le groupement Combo. Le chef-lieu se trouve dans le groupement Combo. Le chef de groupement lui-même, quand il est venu en nous écoutant, il a dit non, ça c'est la ville de Tinsenda. Sur le terrain, le dynamisme du chef de secteur est palpable. Sous sa houlette, de nombreux projets ont vu le jour. Construction des routes, installation de bornes fontaines solaires, amélioration des services publics. Une vision qui s'inscrit pleinement dans la feuille de route du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Il fait des choses pour améliorer, et la phrase qu'il a dite tout à l'heure qui m'a beaucoup plu, les Belges ne reviendront plus construire ce pays. C'est vous qui construisez ce pays. Ça c'est très important. Le secteur des Balamba est un exemple de ce que peut accomplir la volonté politique impulsée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, couplée à une gestion efficace des ressources. Les habitants longtemps oubliés voient enfin leurs conditions de vie s'améliorer. Et en justice, le groupe Hyper Psaro SRL dénonce les propos diffamatoires et affirmations qu'il juge gratuites tenues à son endroit par des personnes mal intentionnées lors du passage du ministre d'État et ministre de la Justice Constant Mutamba au palais de justice de Lubumbashi. Pour Lambert Chisweka, directeur administratif du groupe Hyper Psaro, sa société avait acheté en bonne et due forme la parcelle disputée auprès de feu Ilunga Nyombo. Mais contre toute attente, ce dernier prétendit à l'époque n'avoir vendu qu'un morcellement, ce qui fut à l'origine d'un conflit judiciaire qui avait abouti à un jugement en faveur du groupe Hyper Psaro. Et au civil, sous RC 13 772, le tribunal de grande instance de Lubumbashi avait homologué la vente opérée par la parcelle sous PC 92-12, volume 251, folio 1, situé sur l'avenue Mulundu au numéro 6, dans la commune de Kampemba. La cour d'appel est intervenue encore et le feu Ilunga Nyombo avait relevé appel qui avait abouti par un arrêt de bifure. Au sujet de la concession des jolis sites, Lambert Chisweka affirme que cette dernière a été vendue au groupe Hyper Psaro par l'église luthérienne qui en était propriétaire légitime avec certificat d'enregistrement à l'appui. Et après avoir comparu en justice, je vous dis que ces gens qui prétendaient être propriétaires de cette concession ne détenaient qu'un jeton. Donc ce sont des usurpateurs. Et la justice les a boudés. Donc c'est une affaire aussi qui a déjà trouvé un aboutissement en notre faveur. Le groupe dénonce des propos diffamatoires tenus à son encontre par des personnes mal intentionnées et se réserve le droit d'ester en justice contre les récalcitrants. Et le verdict du procès en flagrance opposant le ministère public et le premier président de la cour d'appel du Haut-Lomami est tombé tard dans la soirée d'hier lundi en salle d'audience de la cour de cassation de Kinshasa. 7 ans de prison ferme ainsi que de lourdes amendes ont été prononcées pour Emmanuel Tombola et légèrement pour les 3 autres hauts magistrats reconnus coupables pour corruption et de blanchiment de capitaux. 7 ans en charge du prévenu Emmanuel Tombola, premier président de la cour d'appel du Haut-Lomami à Kamina, et des amendes de $100 000 et 200 000 francs congolais pour les infractions de corruption et de blanchiment de capitaux.
la peine de 2 ans et 5 mois de servitude pénale principale et aux amendes respectivement de $29,000 et $22,000 américains et 200 000 francs congolais pour les mêmes infractions pour les prévenus Nicolas Ochudi Asanga, Kabila Kabala Ndula et Jires Kodongo Mukuzi. C'est le verdict prononcé. Pour le procureur général près la Cour de cassation, satisfait de l'issue de ce procès, c'est un signal fort lancé à l'endroit des magistrats concernés par le fait de la corruption. La forte peine de 7 ans de servitude pénale principale, accouplée aux peines complémentaires. Je dois dire que je suis satisfait dans la mesure où c'est encore un signal donné aux magistrats qui doivent absolument entrer dans les rangs. Firmin Vondé a par ailleurs affirmé la détermination de sa juridiction à combattre les antivaleurs qui avarient la justice congolaise par certaines manœuvres des magistrats. Que tout celui qui sera au travers de la loi rencontrera le ministère public, que nous sommes sur sa route. S'inscrivant dans la vision du chef de l'État qui appelle à une justice saine en faveur d'un équilibre social pour tout Congolais, Firmin Vondé invite les opérateurs judiciaires à faire preuve d'un devoir de probité pour réprimer les pratiques illicites à tous les niveaux de la chaîne judiciaire. Et en santé à présent, les hôpitaux et centres de santé et les pharmacies de la capitale n'ont plus que quelques jours pour se conformer à la loi. Le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, avait donné un moratoire d'1 mois, soit du 25 septembre au 25 octobre. En effet, aucun établissement de santé ou pharmaceutique privé ne peut fonctionner s'il est accrédité par l'organisme des régulations et de contrôle de la couverture sanitaire universelle. Patricia Ngongo a rappelé que passé ce délai, un contrôle rigoureux se fera sur toute l'étendue de la ville. Et toujours à Kinshasa, les députés provinciaux ont, au cours d'une séance plénière organisée ce jour, adopté le projet de calendrier des matières qui seront traitées durant cette session ordinaire de septembre 2024. Parmi les nouvelles matières retenues dans ce calendrier, dans le domaine législatif, l'on note notamment l'examen et le vote du projet des dites portant reddition des comptes et de la vie de Kinshasa pour l'exercice 2023, mais aussi le projet des dites portant budget de Kinshasa pour l'exercice 2025. Sous la présidence d'Mbouta Lévy, la séance s'est tenue dans l'hémicycle provincial en présence de 26 députés alors que 14 étaient absents et 2 excusés parmi les 48 membres que compte l'Assemblée. Sans oublier les 6 sièges encore vacants. Les quorums ayant été atteints, les débats ont été menés dans une ambiance courtoise et patriotique. Ainsi, les élus de la capitale congolaise ont adopté à l'unanimité ces projets, moyennant quelques amendements proposés lors du débat qui a été constructif. Une commission a été mise en place pour rédiger les rapports généraux faisant ressortir la synthèse de toutes les difficultés et préoccupations soulevées par les députés dans leur rapport des vacances parlementaires, de sélectionner les recommandations ayant un caractère prioritaire et dont l'application s'impose dans le meilleur délai pour l'amélioration des conditions de vie de la population quinoise. Il y a des édits qui sont en train d'être déposés. Nous avons jugé à notre humble avis que nous puissions enregistrer ces édits et c'est là où nous félicitons les honorables députés qui sont en train vraiment de travailler. Nous avons trouvé qu'il y a des édits très importants et très riches. Et là, on s'est dit déjà que nous aurons une très bonne production législative pendant notre mandat. La plénière de ces jours a été suspendue par les présidents de l'Assemblée provinciale, Lévy Mbouta, car une matière à l'ordre du jour n'a pas été traitée. Et bonne nouvelle pour la DGRAD qui a dépassé ses assignations pour le 3 premiers trimestres de l'exercice 2024, fixé à plus ou moins 74%. Cette régie financière a atteint un taux de réalisation de 96%. L'annonce a été faite par le directeur général AI lors d'un cadre de réflexion autour des priorités stratégiques nécessaires à l'atteinte de ces assignations. La rencontre entre le directeur général AI, Kankou Moulumba Félix Médard,
avec les anciens et nouveaux directeurs provinciaux, centraux et urbains de la DGRAD et urbains de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD organisées ces jours dans l'une des salles des Sacré-Cœur à Gombe, traduit l'ouverture d'une séance d'échange après le 3 premiers trimestres de l'exercice 2024 et c'est en vue d'une réalisation accrue au cours de ces 3 derniers mois de l'exercice en cours pour la DGRAD qui a fait ses exploits lors de 3 premiers trimestres de l'année. Comme vous le savez, à fin septembre, pour les 3 premiers trimestres de l'exercice 2024, la DGRAD a mobilisé la recette d'ordre de CEDEF, 3 000 milliards 158 milliards 075 millions, sur les assignations fixées par la loi des finances numéro 23/056 du 10 décembre 2022 pour l'exercice 2024. À CEDEF, 4 000 milliards 264 milliards 676 millions, soit un taux de réalisation de 74,05%. Déduction faite des recettes réalisées. Il se dégage un solde de CEDEF de 1 000 milliards 106 milliards 600 millions, soit un taux de 25,95% à mobiliser au cours des 3 derniers mois de l'exercice en cours pour atteindre les assignations budgétaires qui constituent des minima. Comparativement aux assignations de la période fixées à CEDEF 3 000 milliards 274 milliards 693 millions, la DGRAD a atteint un taux de réalisation de 96,44%. Dans son mot, le directeur général Aïe Kankou-Moulumba Félix Médard a rendu hommage au président de la République qui place l'homme au centre de toute son action, à la chef du gouvernement ainsi qu'au ministre des tutelles pour leur appui et accompagnement inconditionnel dans les réformes visant la modernisation des administrations fiscales. Kankou-Moulumba Félix Médard a en outre invité ses directeurs à l'esprit d'ouverture et à la participation de tous en vue de résultats escomptés pour l'intérêt général, pour l'intérêt du trésor public à la fin de ces échanges. Le directeur général Aïe de la DGRAD a fini son propos en insistant sur le professionnalisme, l'abnégation et le dévouement par un travail efficient au cours de ce dernier trimestre de l'année en cours. Voilà, merci. Et dans la province du Nord Kivu, la fondation chrétienne Barnabé Mwakadi a assisté plus de 10 000 enfants déplacés dans le camp de Boulengo. Cette descente s'inscrit dans le cadre du programme quinquennal du chef de l'État, volet social et éducation, en vue de venir en aide aux enfants vivant dans des zones à conflit en RDC. Plus de 10 000 enfants déplacés internes ont bénéficié des fournitures scolaires. Ces élèves, victimes de la guerre d'agression imposée par les Rwandais, se retrouvent loin de leur résidence et dans des conditions de précarité. Les voici dans les camps des déplacés et dans ces mêmes camps où est installée l'école primaire Boulengo. Nous sommes à plus de 15 km de la ville de Goma et ces 10 000 enfants bénéficiaires constituent un premier lot des 24 639 enfants déplacés du camp de Boulengo et Kanyaruchinya. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est engagé à venir en aide aux enfants vivant dans des zones à conflit et ceci dans le cadre du volet social et éducation de son programme quinquennal. Pour atteindre tous ces enfants disséminés dans ces zones, il a fallu la collaboration avec la fondation chrétienne Barnabé Mwakadi qui est représentée ici sur terrain par son partenaire, Jenny Kanda. Voilà, nous sommes à Goma aujourd'hui. Après, quand maintenant ça fait à Goma pour faire ce travail, les chefs de l'État se battent jour et nuit pour la paix. Un geste qui n'a pas laissé indifférent les gouverneurs militaires du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami. Nous avons environ 750 000 enfants en âge scolaire qui n'ont pas pu étudier. Nous pensons aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre avec le gouvernement central sous l'égide du président de la République et le commandant suprême. La fondation chrétienne Barnabé Mwakadi compte étendre ses gestes de cœur partout où la population congolaise est victime d'atrocités de la rébellion du M23 soutenue par les Rwandais.
Et ouverture ce mardi dans le salon royal de l'université de Lubumbashi des travaux préparatoires des délégations à la 11e session de la plénière de la plateforme intergouvernementale sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques. Reportage de la presse universitaire. Ces travaux annoncent la tenue de l'atelier régional de développement des capacités des experts en biodiversité et services écosystémiques en Afrique de l'Ouest, CABES en sigle, prévu les 10 et les 11 octobre, et place l'université de Lubumbashi au centre des enjeux mondiaux de renforcement de la biodiversité. Ouvrant la session, le professeur Gilbert Kishiba, recteur de l'UNILU, a salué ces assises qui s'arriment à la vision de l'UNILU pour un monde vert. Ça se recoupe évidemment du point de vue de l'éducation, du FATCHISTI, ce programme dans lequel le président de la République de la RDC a été déclaré champion en rapport avec l'intégration de l'Afrique par l'éducation, la science et la recherche. Ce projet, l'actuel, se regroupe également avec le Centre d'excellence pour la biodiversité et écosystème que nous avons créé ici à l'Université de Lubumbashi, animé par le professeur Tito Pekin-Kiné, qui, dans cette synergie, donnera donc la possibilité à cette cohorte d'étudiants. Au cours de ces travaux, David Oboura, président de la plateforme intergouvernementale Sciences politiques pour la biodiversité et les services écosystémiques, IPBS en sigle, a fourni par visioconférence les éléments des projets de l'IPBS. Il a été complété par Jennifer Hock et les autres participants. 22 pays sont partie prenante à ce projet, en vue de développer les plateformes multi-acteurs pour renforcer la biodiversité en Afrique centrale. On va prendre le rappel des titres à présent. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a inauguré ce mardi le nouveau bâtiment de l'IGF, l'inspection générale des finances, construite sur fonds propres grâce au leadership et au management de Jules Alinguete. Et dans le Nord Kivu, le gouvernement assiste déjà les familles des victimes du naufrage de jeudi dernier survenu sur le lac Kivu. Une délégation gouvernementale y séjourne avec à la manœuvre notamment la ministre des Affaires sociales Nathalie Azizamounana. Et elle était portée et disparue depuis le 2 octobre. Le corps sans vie de l'étudiante Alexandra Martine, 21 ans, étudiante congolaise à l'Université du Québec à Trois-Rivières, a été retrouvé ce jour dans une rivière au Canada. Sa disparition a suscité beaucoup d'émotions tant au sein de la communauté africaine au Canada qu'ici au pays en RDC. Et c'est par ici que va se refermer ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.